Bonsoir, tout d'abord ma voix vous prie de l'excuser pour le fait d'être cassé, mais on va faire avec. Donc je vais vous parler, avant de vous parler du futur, du passé, et du mien en particulier, et de ce qui a pu me motiver à faire ce dont je vais vous parler. Bon, j'ai fait des études de médecine, j'ai monté un institut privé de recherche sur le plan de la médecine préventive, médecine environnementale ou médecine des modes de vie, mais bien avant ça, en fait, j'ai toujours été passionné par ce qui était le bien-être, la santé. Je me rappelle par exemple quand j'étais enfant, mon père lorsqu'il revenait de la pêche, c'était un pêcheur passionné, et voilà, il y avait toujours des poissons encore vivants dans ce qu'il ramenait, et j'essayais toujours de sauver les poissons, je m'occupais des animaux malades et je ne sais quoi. Ça m'a toujours passionné, et quand j'ai commencé mes études de médecine, je me suis demandé pourquoi les connaissances du moment, en particulier l'épidémiologie, donc l'étude des relations entre mode de vie et santé, qui montrait que plus de 90% des maladies étaient liées au mode de vie, autrement dit à l'environnement au sens très large, mais au mode de vie en particulier. Et seulement 10%, et c'est aujourd'hui plutôt 5%, sont liés à la génétique proprement dite. Or, tout se passait à l'époque, et encore dans une large mesure, comme si c'était l'inverse, c'est-à-dire la prévention occupe très peu de place, alors qu'on fait du curatif, comme si on n'y pouvait rien tant qu'on ne peut pas faire du génétique. Et donc pour toutes ces raisons-là, au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, les spécialités classiques ne m'intéressaient pas, et je me suis rendu compte que finalement, le monde de la prévention était encore un monde où on devait s'exprimer en tant qu'individu. Donc on a créé à quelques médecins et scientifiques un institut privé, l'Institut de médecine environnementale, donc mode de vie et santé. Et puis très vite, on est tombé sur la difficulté qu'on avait déjà rencontrée en tant que praticien auparavant, à l'hôpital ou après, à savoir ce qu'il faut faire pour prévenir, c'est bien, mais quand on en forme ou informe les patients, les clients comme on veut, les utilisateurs de leur santé, eh bien, ils ont beau, à un moment donné, comprendre le rôle du mode de vie, quand ils sont préparés à ça, pour autant, la difficulté à changer persiste, bien souvent. C'est vrai dans le domaine de la santé, c'est vrai dans plein de domaines. Mais enfin, en tant que médecin, et dans les années 80-90 où on a créé l'Institut, le débat du changement se posait. Donc on a très vite axé un de nos thèmes de recherche sur la recherche sur les comportements, et non pas seulement les comportements comme on les traitait à l'époque en médecine pour traiter les malades psychos, donc déprimés ou malades psychiatriques, mais pour s'occuper de l'écrasante majorité des gens qui avaient du mal à changer leur mode de vie. Et donc, à partir de là, première chose, certaines choses me sont apparues tout de suite comme étant des pistes intéressantes. Je vais vous donner un exemple. En cours de neurologie, pendant mes études de médecine, donc, un des spécialistes qui nous faisait cours nous a expliqué que la partie la plus développée du cerveau, qu'on croyait être le centre de la conscience à l'époque, et dont beaucoup de chercheurs disent encore qu'elle est cruciale dans les mécanismes de conscience, pourtant cette partie la plus développée, le cortex dit préfrontal, quand il est détruit par des accidents ou par des maladies, mais en particulier par des accidents, choc de moto frontaux par exemple, le fameux cas historique de Phineas Gage que vous connaissez peut-être pour certains, eh bien pour autant la conscience n'est pas du tout altérée. Les mécanismes qui créent la conscience et qui font que la conscience se produit chez l'humain et chez beaucoup d'espèces animales, comme nous le connaissons, sont en fait des mécanismes beaucoup plus anciens, beaucoup plus postérieurs, beaucoup plus bas, beaucoup plus primitifs. Au point qu'un chercheur, Antonio Damasio, qui a publié des livres que je trouve extrêmement intéressants, pas toujours faciles à lire, mais intéressants, prenez le temps de le lire, même comme somnifère, vous verrez, c'est intéressant. On en lit 4 pages, on s'endort. L'erreur de Descartes, le sentiment même de soi, aux éditions Odile Jacob, explique que, en fait, ces territoires préfrontaux, chez l'humain, sont à la fois cruciaux dans la pensée complexe que nous avons sur plein de sujets, mais qu'en fait, c'est une conquête de l'éducation. Autrement dit, si nous n'avons pas appris à nous en servir, nous ne nous en servons pas ou peu. Je prends un exemple tout bête. Quand on voit un enfant, à l'âge où il commence à se poser des questions, où il dit beaucoup pourquoi, en fait, il y a des moments où on l'encourage, parce qu'on lui répond, parce qu'on dialogue avec lui, et puis malheureusement, il y a bien souvent des moments où on va finir par lui dire, enfin certains d'entre nous, ou nous à certains moments, mais tu m'agaces avec tes pourquoi, ou si on ne le dit pas, on le pense, et on ne répond plus.
Et en fait, je pense qu'il est essentiel de comprendre que cette curiosité, si on l'éteint, eh bien souvent on a énormément de mal à la recréer. D'où la réflexion, comment est-ce qu'on active le cortex préfrontal chez des gens dits normaux, qui n'ont rien demandé, si on peut dire, mais qui se trouvent juste avec des difficultés à changer, à innover, à anticiper, à avoir des projets, à s'intéresser aux autres, parce que ça fait partie de la complexité que de comprendre qu'un autre est comme soi, mais pas tout à fait. C'est un autre soi-même au sens de complexe, avec toute une histoire différente. Donc comparable, mais pas semblable. Je prends un exemple souvent celui de la morale. Quand on veut parler de la morale, on dit « je ne ferai pas à un autre ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse ». Bah oui, mais si l'autre n'a pas la même représentation de ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse, je peux être moral sans être éthique. Vous voyez la différence? L'éthique, c'est « je respecte l'autre dans ce qu'il est ». Autrement dit, dans ce qu'il exprime qui est important pour lui, et non pas dans ce que moi je pense qui serait bien pour lui. Autrement dit, je suis moins normatif. Bon, tout ça sont des capacités liées au cortex préfrontal, et le paradoxe, c'est qu'elles s'apprennent, alors qu'on a tous un cortex préfrontal. On a tous le cerveau pour pouvoir raisonner de façon complexe, et pour autant on ne s'en sert pas spontanément tous. D'où l'idée de travailler sur des exercices, puis sur des méthodes applicables en pédagogie médicale, l'éducation sur la santé, comme on dit aujourd'hui, l'éducation thérapeutique, mais que ça soit également en pédagogie tout court ou en management, dans la prévention du stress au travail, et j'en passe, d'aller travailler sur ces leviers-là. Je vais vous en donner quelques exemples. Quand on cherche sur un problème qui nous résiste, et qu'on craint, par exemple, un sujet qui peut nous stresser, on cherche les avantages et les inconvénients du sujet, essayez de trouver sur un sujet qui vous stresse terriblement. Faites-le même tout de suite en temps réel. Prenez un sujet qui pourrait vous stresser terriblement s'il se produisait. Cherchez-lui 2 inconvénients, c'est facile. Cherchez-lui au moins 2 avantages s'il survenait. Et si vous ne trouvez pas, soyez un petit peu cynique, un peu humour noir, vous arriverez toujours à trouver des avantages à des inconvénients. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'en faisant cette démarche, ça nous change de mode mental, ça nous fait basculer l'activité d'un mode binaire, focal, qui gère une chose à la fois et une après l'autre, et de façon simpliste, dans laquelle on est spontanément, sensoriel, moteur, binaire, etc., plutôt dans des territoires postérieurs. Et en passant dans la recherche de nuances, par exemple, eh bien, on bascule sur un autre mode. Donc on a travaillé sur ces dimensions-là. C'est un exemple. On a travaillé sur d'autres choses également, un sujet que tout le monde connaît, le manque de confiance en soi. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens le connaissent. On dirait qu'il y en a d'autres qui ont trop confiance en eux, on n'entend qu'eux, même quand ils n'ont rien à dire. Mais beaucoup de gens, une majorité, ont des difficultés à dire ce qu'ils ont à dire, même si ce qu'ils ont à dire est intéressant, ou en tous les cas important pour eux. Eh bien, une partie de ce manque de confiance en soi ne vient pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, du manque de compétences, du manque de reconnaissance, du manque d'expérience même. Il vient, entre autres, et en particulier, d'un apprentissage qui est le rapport de force. Autrement dit, dès la petite enfance, est-ce qu'on a gagné ou perdu ces rapports de force aux autres, physiques, la cour d'école primaire, ou quand les enfants se battent à la maison, ou dans des joutes oratoires, ou dans des moments où on essaie d'échanger des idées, mais d'une façon qui n'est pas toujours loyale, entre guillemets. Autrement dit, il y a un passage en force, il y a du culot, il y a de la déstabilisation psychologique, d'autres, etc. Donc, on devient progressivement ce qu'on appelle dans le domaine des éthologistes, des spécialistes du comportement animal, dominant, soumis ou médian, assertif. Et dans cette dimension-là, on apprend en quelque sorte à prendre sa place animalement, et pas seulement prendre sa place intellectuellement, ou en termes de compétences, ou en termes de relations sociales. Or, pour apporter un problème à ce niveau-là, rien ne sert de préparer 4 fois plus sa présentation, rien ne sert d'être reconnu des autres et d'avoir des diplômes, enfin rien. Parfois c'est le contraire. Il faut savoir qu'un soumis est d'autant plus stressé qu'il est reconnu. Il a d'autant plus le sentiment d'usurper qu'il a obtenu. Par exemple des diplômes, il a toujours le sentiment qu'il les a trouvés dans une pochette surprise, que cette année-là c'était plus facile, qu'on lui a donné parce qu'il était gentil. Bref, il a énormément de mal à se reconnaître des compétences, et même si intellectuellement il y parvient, ça ne change rien. Or,
en faisant des exercices paradoxaux. Je vais vous expliquer pourquoi après. Jouer le rôle de dominant, par exemple le Haka des All Blacks. Jouer des rôles dans lesquels on prend la parole, même pour raconter des conneries. Je dirais même surtout pour raconter des conneries, pour parler de rien, pour l'affirmer péremptoirement, pour parler fort, pour regarder haut, bref, prendre sa place sans raison, sortir du cadre de la justification. Eh bien, c'est une meilleure préparation pour ce type de trouble que la compétence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être compétent, mais il y a un contenant et un contenu. C'est comme en sport, vous préparez l'esprit à pouvoir prendre sa place, ce que font les rugbymen, j'en parlais avec le Haka des Néo-Zélandais. Vous avez aussi les militaires, vous savez, les exercices, notamment les paramilitaires qui font beaucoup de ça, beaucoup de bruit, beaucoup de volume, alors que dans un combat moderne, il vaut mieux pas se faire repérer parce qu'on se fait vite descendre. Donc ce n'est pas pour se préparer au vrai combat, c'est pour se préparer mentalement à la combativité, ce qui n'est pas la même chose. Donc, pourquoi ça? On aurait pu se dire, évidemment, c'est logique, on fait le contraire, donc ça va équilibrer. Mais il y a une raison supplémentaire. Les neurosciences, en l'occurrence donc les sciences du cerveau, dans les années 90, ont notamment montré, à l'époque où on faisait beaucoup plus d'expérimentation animale qu'aujourd'hui, on en fait moins, pour toutes sortes de raisons, éthiques notamment, on mettait donc à des chats, par exemple, des microélectrodes dans des circuits de l'amygdale limbique, un qu'on avait repéré comme étant le circuit de la soumission, l'autre comme étant le circuit de la dominance. Et en activant le circuit de la soumission, on s'était rendu compte que ça déclenchait des crises de soumission extrêmes, dans lesquelles le chat avait tous les comportements de l'anxieux, du déprimé, de l'autodestruction, du trouble obsessionnel. Et quand on activait le circuit de la dominance, il faisait des crises de furie totale, indépendamment de son expérience antérieure. Excusez-moi, c'est pas ma gorge, c'est mon nez. Mais il faut bien que chacun s'exprime. Et donc, quand on réalise en quelque sorte une stimulation du circuit de la dominance, non seulement ça équilibre, mais ça antidote. C'est un effet qu'on peut qualifier de quantique. C'est un peu comme la peur et la colère. Quand on passe en colère, on n'a plus peur. Certains d'ailleurs aiment bien se faire mettre en colère pour sortir de la peur. Et ils détestent quand on est trop gentil avec eux parce que ça les empêche de se mettre en colère pour sortir de la peur. Donc ils vont chercher, entre guillemets, le conflit pour se donner du courage. Eh bien, je dirais de la même façon, la dominance, c'est l'antidote de la soumission. Donc quand on fait faire ce genre d'exercice, ça casse net des processus de fébrilité liés à la soumission. Pas forcément pour la vie, malheureusement, mais ça permet d'être une stratégie. Alors c'est pour dire qu'on a glissé progressivement des domaines de la psychologie de résolution de problèmes vers la psychologie de préparation du mental par des changements d'attitude. Ce n'est pas complètement nouveau, la philosophie depuis longtemps en parle, je dirais les Épictète et autres, tous les philosophes, les méditants, ce qui a donné aujourd'hui, vous savez, la mindfulness, la technique de la pleine conscience, qui a été repris par les thérapies dites cognitives de troisième vague, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aujourd'hui à l'attitude parce qu'on s'aperçoit que si on travaille l'attitude en amont de la résolution de problèmes, on se met plus en état de résoudre les problèmes. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'intéresse à cette neuropsychologie, pour réduire un peu le sujet, je dirais plus exactement, les sciences du comportement au sens large nous permettent de mieux identifier les prérequis de posture qui mobilisent notre cerveau de façon adaptée pour réaliser ce que nous avons à faire. Ça nous permet de résoudre des problèmes qui autrement auraient pu nous paraître insolubles. Un exemple, on en parlait à table tout à l'heure sur le sujet du rôle de la génétique dans le QI. On a beaucoup dit que, que la génétique pesait très lourd dans le QI. Alors, dans une population donnée, si on prend cette variable-là, ça peut être vrai, mais si vous changez la culture, ça peut être complètement faux. Et pour dire que le poids, c'est difficile à évaluer. Exemple, les travaux de Olivier Loudet, réalisés en 2000, publiés en 2000, sur une population standard à qui on fait passer des tests de réflexion logique. Soit on leur demande, voilà le premier cas, enfin, dès que vous avez trouvé la solution, vous le marquez sur un papier et vous portez sur le bureau, on les met dans une posture de résultats rapides, d'image sociale,
Et donc, ils vont chercher dans les territoires postérieurs, automatiques, des réponses toutes prêtes, ce qui est normal. Or, il se trouve que, pour résoudre, il fallait réfléchir et que ce n'était pas tout prêt. Donc, 90% échouent, et quand on fait de l'imagerie cérébrale, on s'aperçoit que seuls les 10% qui ont résolu n'ont pas suivi la consigne, et en fait, ont procédé autrement, et ont mobilisé les territoires qui pouvaient résoudre. Quand on leur reprend d'autres tests, et qu'on leur pose la consigne différemment, on prend les 90% qui ont échoué, on les fait réfléchir sur le fait qu'ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas réfléchi, et ensuite on leur dit réfléchissez bien, l'important c'est ce que vous comprenez, que vous arrivez à trouver comme piste de réflexion, si vous trouvez la solution c'est bien, marquez-la, et puis par ailleurs vous laissez le papier sur la table. Or 90% des 90% qui avaient échoué résolvent les problèmes suivants. Autrement dit, tout le monde a un cerveau complet, mais on n'est pas toujours en état de s'en servir. Soit on l'a appris par soi-même, et quelle que soit la consigne, on saura s'extraire de la demande pour s'y prendre comme on sent qu'il faudrait s'y prendre, ça c'est l'autonomie, soit on est encore dépendant de la consigne du manager, du pédagogue, etc. Mais dans tous les cas, on n'a pas besoin de 20 ans d'études pour réfléchir, heureusement. Et pourtant, les études, stats, anthropologiques et autres, montrent que si on n'a pas effectivement fait un certain niveau d'études, c'est plus difficile, surtout à l'âge adulte et surtout en vieillissant, de réfléchir. De réfléchir de façon lointaine, globale, avec des projets, dans la complexité. Voilà. D'où l'idée d'en arriver à la conclusion qui me tient à cœur et que j'ai envie de partager avec vous. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de connaissances sur les comportements pour aider des gens à réaliser ce qu'ils veulent réaliser, ou même, plus encore, pour les aider à concevoir des choses qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ne sont pas dans un état mental qui leur permet de se rendre compte que ce serait désirable. Parce que quand on n'est pas dans le bon mode mental, c'est au contraire inquiétant. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait des gens pour qui le futur était inquiétant, des gens pour qui le futur était désirable. Einstein disait moi je parle toujours du futur, parce que c'est la part de ma vie qui me reste à vivre. Mais en fait, on s'aperçoit que si on parle tout le temps du passé, c'est parce qu'on est dans un mode d'apprentissage et d'expertise dans lequel, effectivement, on va sur ces références. Il y a donc un mode qui est tourné vers le passé, qui est le mode automatique, et que le changement dérange, et un autre mode, le mode adaptatif, qui est un mode non seulement adaptable au changement, mais qui produit le changement, parce que le changement du monde d'aujourd'hui, c'est nous qui le fabriquons. Ou plus exactement, certains d'entre nous. Or, nous avons tous un cerveau complet. Et c'est donc pourquoi, je vous dirais, pourquoi ne sommes-nous pas tous intelligents, généreux, ouverts? Parce que nous n'avons pas assez de connaissances. Et c'est cette connaissance-là, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait partager. Donc, je vous engage à vous tenir au courant de ces choses-là et à vous inspirer des connaissances sur le cerveau, quelles que soient vos fonctions. Merci.